Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, je reçois des entrepreneurs issus du milieu de la construction qui nous parlent de leur histoire et de leur parcours entrepreneurial. Le podcast, c'est une présentation de Lajoie, agent manufacturier en équipement de plomberie, donc qui peut vous conseiller, vous donner les bons équipements qui vont aux bons endroits et vous conseiller sur différents produits. De Grande Fosse, qui est une compagnie de pompes que Lajoie distribue et qui peut fournir des pompes pour toutes les applications, autant résidentielles que commerciales, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des cadeaux, un super beau sac aux différents invités du podcast. Cette semaine, on reçoit un ami, mais aussi un entrepreneur avec une histoire qui sort de l'ordinaire, qui est atypique. On reçoit Jean-Marc Lacroix de Norterm Mécanique. Merci et je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour, Jean-Marc. Encore une fois, on poursuit la conversation qui a commencé la semaine dernière. Donc là, on parlait des fameux contrats, la confiance dans les... de prendre des nouveaux contrats, tout ça. Il y a une question qui me vient en tête. Je comprends que tu as étudié avec David, là. Quand il t'appelle, là, tu tombes partner, pas on va prendre une bière ensemble, pas on se donne 3 ans. T'es tombé partner tout de suite? Ouais. Direct de même. OK. Comment que vous avez... Tu sais, parce que vous connaissiez, oui, d'avoir étudié ensemble ou vous étiez pas la même année? Ouais. Ben, on se connaissait de l'industrie parce que David travaillait chez Benoît Demers, dans le Nord. Benoît Demers, c'était un chum à donner côté. Puis à un moment donné, il nous avait envoyé en formation ensemble en Ontario, chez Weissman. Puis on a passé du temps là-bas. Fait que on était une couple de jours là-bas. Fait que tu sais, c'est des trucs de l'industrie qu'on voit souvent. Là, tu vas en voyage d'affaires, on rencontre plein de gens. Tu sais, c'était pas voué à ça. Puis je connaissais le personnage. Mais en même temps, quand tu t'associes, là, c'est pas supposé être ton meilleur chum. Tu sais, la fin de semaine, on se voit pas, David puis moi. Tu sais, il va m'inviter, mettons, à aller chez eux. Mais tu y vas pas. Non, je vais. De ce qu'on comprend, tu y vas pas. Non, mais s'il m'invite, je vais y aller. Mais je veux dire, on s'appelle pas la fin de semaine, ça. On fait notre job, on se respecte, on est des bons chums. Vous êtes complémentaires, là. On est complémentaires total, puis on a zéro la même personnalité non plus. Fait que c'est peut-être ça qui fait qu'on est un bon match. Fait que, ouais, il m'a appelé, puis j'ai sauté dans le tas. Puis, dans le fond, c'était pas un ami que je voulais, c'était un partner, puis c'était un gars de confiance. Fait que moi, j'étais à l'aise avec ça. Puis c'est là qu'il m'a présenté à ses frères, parce qu'ultimement, ses frères étaient associés dans la compagnie. Oui, c'est ça. Il y avait qui comme associé? Il t'a parlé de son père? Oui, son père et son frère. Ben, son père et ses 2 frères, ils étaient 4. Fait qu'il y avait 4 associés. C'était beaucoup trop d'associés pour vrai, pour une petite compagnie qui faisait... 200 0 chiffre d'affaires. 0 à 200. Ouais, mais son père, c'était plus un... c'était paternel, dans le fond. Il a investi au début, il voulait donner des conseils à ses gars. C'était correct, mais lui, c'était sûr qu'il était âgé. Puis, c'était qu'une transition. Bon, il a chippé au début pour que ça. Il m'a vendu ça au même prix qu'il a payé. OK. Fait que c'est un peu ça. Puis, le frère à David, Alexandre, lui, c'est un ingénieur. Fait que c'est un ingénieur civil. Fait que, ça a amené une certaine crédibilité à l'entreprise. Au début, tu as besoin des cautions, tu as besoin des assurances, tout ça. Fait que Alex était là, mais Alex ne travaillait pas dans la compagnie, il travaillait pour un entrepreneur en excavation. Fait que ça a commencé de même, mais moi, mon plan, ça a toujours été de grandir dans l'entreprise. Puis je savais qu'Alex, il ne travaillerait pas à long terme dans l'entreprise. Il n'a pas voulu embarquer. Lui, c'était l'excavation, c'était le civil, tout ça. Avoir voulu embarquer, peut-être qu'on serait ailleurs puis qu'on aurait une division d'excavation, tout ça. Il s'est pas aligné pour ça, puis il voulait pas travailler à temps plein dans la compagnie. Fait que c'est sûr que moi, je me disais, on peut pas avoir des associés dans la compagnie qui travaillent pas à temps plein. C'est un non-sens. Puis Alex, il était bien gentleman. Il était à l'aise avec ça. Fait que il nous a vendu ses parts. Puis quand t'es rentré, vous avez racheté les parts de son père, les parts d'Alex. Ouais, plus tard, les parts d'Alex, ouais. Puis Francis, lui, a toujours été... Francis a toujours resté dans la compagnie.
jusqu'à dernièrement. Ouais. OK, on en reparlera de ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tu sais, de comprendre comment tout ça s'est fait. Fait que là, tu pars tout ça. À quelle place vous aviez votre bureau d'affaires? Sur le lit des enfants? Ou? Ouais, ben ça ressemble à ça. À mon ancienne maison, on avait... moi, j'avais un bureau dans le sous-sol. David avait un bureau dans le sous-sol chez eux. Puis, on allait faire la comptabilité chez eux dans le sous-sol. Le sous-sol pas fini, l'ordinateur dans le coin. Annie, sa blonde, elle nous a pas mal aidé là, au début avec tout ce qui est comptabilité, logiciel, puis ça. Puis d'ailleurs, David aussi, quand on a fait les premiers débuts, là, Annie était enceinte, lui aussi, il a 2 enfants. Tu sais, vous aviez préparé ça tout propice là, à 2 entrepreneurs, quasiment pas de stress qui rentrent dans la même année. Là, hein? On y va, Lynn. Puis un moment donné, je me souviens, on faisait de la comptabilité, là, puis Annie, elle descend les escaliers, puis elle dit là, on a un problème, je suis en train de crever mes os. Puis elle est là en train de faire, tu sais, on est là en train de pitonner des factures, on se retourne de bord, on la regarde, puis elle est en train de crever ses os dans les escaliers, pas fini, puis elle dit là, faut qu'on aille à l'hôpital. Puis on est ouais, on va arrêter de rentrer des factures, là. Puis... Laisse-nous closer le mois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des anecdotes qui fait que. Là, ça fait 12 ans que la compagnie est en affaires, puis tu fais aïe, on en a vécu des choses depuis ce temps-là. On est sur le fast-forward. Ben ça doit être gratifiant, tu sais, quand tu revois, tu sais, une anecdote comme ça, que tu es en train de faire de la comptabilité à 10 heures le soir, ta femme vient crever les os, puis là, tu fais, ouais, tu sais, ces 2 clients-là là, que j'étais en train de financer les factures, je vais m'en souvenir toute ma vie, tu sais. Puis l'autre chose, c'est partir du sol où ce que tu n'as rien à le condo industriel que vous êtes actuellement, qui est sublime avec une shop d'assemblage que tout le monde rêve. Là, c'est comme vous avez mis ça à votre goût. Là, fait que là, David, à quel moment il a fait « OK, je tombe temps plein » ? À peu près au moment où on a débarqué justement d'être chez nous, puis là, je me suis mis à magasiner un local à louer. Puis là, j'ai dit, on passe à l'étape suivante. Là. Fait qu'on soumissionnait plus. Moi, je soumissionnais le soir. Fait que dans la journée, je travaillais, j'installais avec Francis. Puis le soir, je faisais des soumissions. Puis là, un moment donné, on s'est mis à avoir plus d'ouvrages. Fait qu'on s'est dit, ben là, nous autres, on va continuer à installer, mais toi, il va falloir que tu sois le chef d'orchestre. Il va falloir que tu nous commandes du stock. T'sais, ça va nous prendre quelqu'un au bureau. Fait qu'il avait averti Pat Lévesque, son boss dans le temps, puis il a dit, OK, je quitte un moment donné. Une date précise, puis c'était parti. On s'est loué un local commercial. Je me souviens encore quand j'ai négocié avec le bonhomme, là, il nous posait des questions. C'était un petit local, là, ça mesurait peut-être 20 par 30. Là. On pouvait même pas rentrer un truck au complet. On s'était fait des tablettes. T'sais. La porte de garage venait à côté l'hiver pour loader puis pas perdre trop d'énergie. Ouais, c'est ça. Puis, fait que le propriétaire, il m'avait posé des questions, puis, tu sais, il était rough, là, puis il voulait être sûr qu'on fasse pas faux bon, puis qu'on allait toujours payer nos comptes, puis ça. Puis j'ai dit, faites-moi confiance, puis il n'y en aura pas de problème. Fait que, on a loué sa shop, puis je pense 2 ans plus tard, il a construit un agrandissement, puis là, c'était 2 shops qu'on louait chez eux. On a déménagé sur le même terrain. On était là une couple d'années. 6 ans peut-être, ouais. 6-7 ans. À louer ses entrepôts. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben là, on fera pas ça toute notre vie. Là. On va se construire une bâtisse, puis c'est nous autres qui va louer. On le regardait aller, puis on disait... Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, cette affaire-là. Pour 3 entrepreneurs de regarder ça puis faire, attends un peu. Notre business, qu'on fait plein, qu'on met plein d'efforts pour gagner chaque pièce, on va le donner à quelqu'un d'autre sur des agrandissements puis des business que nous autres, on construit. Ça n'avait pas de sens. Fait que là, vous avez acheté où est-ce que vous êtes actuellement? Oui, on a acheté le terrain, puis on a fait construire le bâtiment. On a acheté à Saint-Jérôme. On a eu un bon prix pour le terrain, puis c'est un entrepreneur général qui était propriétaire du terrain, fait qu'on l'a construit avec lui, puis ça a été un super succès. Oui, c'est magnifique. Fait que là, le reste des locaux sur ça tombe... Vous êtes propriétaire ou vous les avez vendus? Non, on est propriétaire. On loue ces shops-là. On s'est parti d'une division d'immobilier, puis on loue ces locaux-là
On a des shops de soudure, 2 shops de soudure qui louent, puis Hydro-Québec aussi qui loue des locaux. Fait que, ouais, ça, c'est pas facile, Hydro. C'est pas hot d'avoir ça comme locataire. C'est un bon... Hey, ils sont job. rough, par exemple, en affaires, mais un coup que c'est fait, par exemple, c'est... t'as plus à te soucier de ça. Non, c'est ça. Ils sont exigeants comme plusieurs clients. Par contre, une fois que c'est fait, c'est fait. Là, exact. C'est une société d'État, hein, fait que c'est normal que ça soit bien géré. En tout cas, je sais pas si c'est normal, mais je suis content de voir que c'est bien géré. Ouais. Fait que là, David se joint à vous autres, puis là, vous avez un chiffre d'affaires de quoi? 1 million peut-être? Ouais, un peu moins qu'1 million. Un peu moins qu'1 million, mais après ça, d'année en année, on doublait tout le temps le chiffre d'affaires. C'est ça, mais vous avez mis... parce que là, vous faisiez de la plomberie un peu. À quel moment vous avez fait... OK, là, nous autres, on travaille sur vraiment des salles mécaniques avec de l'assemblage, des projets. Puis, tu sais, je veux pas... Tu sais, vous avez quand même un créneau... Oui, c'est une niche très spécialisée dans les salles mécaniques, de la préassemblage. Mais la préassemblage, je l'ai toujours faite. Ça, c'est un de mes contremaîtres, Richard Roy. C'est un méchant bon plombier, là, mais il est fou ses bords. Puis il est fou. Fou dans le bon sens, là. Ouais, pas sûr des fois, mais moi, je me suis toujours bien entendu avec, mais c'est un vieux de la vieille. Là, un phénomène qui s'en fait plus. Là, un vrai de vrai. On l'appelle le cow-boy. Puis lui, il m'a montré comment dessiner, comment fabriquer. Puis ça date de longtemps. Là. Il travaillait chez Daniel Côté, puis il travaillait sur mes projets. Puis à un moment donné, je l'ai engagé chez Aéromécanique parce qu'il s'était retrouvé qu'il n'y avait plus de gros contrats. Il était disponible. Moi, je l'ai pris tout de suite. Puis après ça, quand je suis parti à mon compte, ben au début, j'avais pas les moyens de le payer, puis j'avais pas les moyens de l'avoir sur... Tu peux pas avoir un gars qui travaille pas, là. Moi, ça fait un non-sens. C'est difficile, là. C'est un peu difficile. Quand moi, je suis en train de rancher du tuyau, c'est pas vrai qu'il y en a un qui va me dire quoi faire. On n'était pas rendu là. Mais j'avais gardé ses connaissances, par exemple. Fait que je m'étais mis à dessiner, puis je l'envoyais à l'externe. Fait qu'il y a des shops de fabrication dans la région de Montréal. Fait que, ben encore là, c'est le même principe que mon loyer. Je me rendais compte que j'enrichissais quelqu'un d'autre. Je prenais mes dessins, je prenais le matériel, je l'envoyais là-bas, le gars le fabriquait, il me chargeait pas, puis... Tu retournais, toi, tu leur vendais, puis tu faisais de l'argent encore. Ben oui, je faisais de l'argent encore, mais j'aurais peut-être pu faire l'argent que lui aussi il faisait, tu sais. Puis contrôler la qualité, surtout. C'est pas toujours de faire plus d'argent, c'est de contrôler ton produit fini. Ouais, ça. Fait que... Les délais, là. Les délais. Ton stock, tu sais qu'il est en train d'être travaillé. Tu sais. Des fois, tu appelles et tu dis mon matériel, tu prêt? Ouais, ça s'en vient. Puis c'est dans la la pile de stock est encore là, puis il n'y a rien de commencé. Tu sais. Fait que pour être fiable, ben moi, je veux contrôler à peu près toutes les chaînes de mon approvisionnement sans être freak. Là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Ça a parti assez vite parce que David, c'est un gars ultra technique. Là. Il est connaissant, puis il connaît aussi la ventilation, il connaît le contrôle. Tu sais, il y a un bon... Il y a un bon background, puis il a travaillé dans un bureau de génie. Fait que, tu sais, je n'ai même pas misère à dire, il est plus calé que moi en profondeur sur tout ce qui est technique, puis tout ce qui est installation, puis les estimés, puis tout ça, c'est vraiment mon volet. Là. On se le partage bien dans l'entreprise. Fait que, on fait une bonne équipe là-dessus. Puis c'est là qu'on a dit, OK, on fait que du commercial, que des chaufferies. Puis la plupart du temps, c'est là que les gars se plantent. Parce qu'ils contrôlent, tu sais, ils sortent de leur sentier battu. Il y a déjà un entrepreneur qui m'a rencontré et il dit « Hey, Jean-Marc, ça a l'air cool ce que tu fais. On était dans un voyage à faire. » Il dit « Je pense que je vais commencer à faire ça. » J'ai dit « Si je peux te donner un conseil, là, fais pas ça parce que ça a l'air cool. Fais ça parce que tu connais. Si tu connais pas le chauffage, tu connais pas les pompes, tu connais pas les machines de ventilation, si tu n'es pas capable de faire des calculs de charge, fais pas mon métier. Reste dans ce que tu es bon. C'est pas parce que le voisin, ça a l'air intéressant et ça a l'air payant qu'il faut nécessairement que tu y ailles. Sois sûr que tu es capable de faire la job. Puis, tu parles de payant. Mm-hmm. À quel moment, tu sais, que vous avez fait « OK, on fait assez d'argent pour passer au next level », tu sais, parce que vous avez parti ça de scratch, là. Oui. On a toujours fait assez d'argent. Mais ça dépend. C'est quoi faire assez d'argent? Oui, bien, c'est quand il y en a plus qui rentre, qui sort. Ça, c'est la base. Fait que David, tu disais qu'il mettait en place le principe de l'écureuil de on stocke,
puis là, on en sort. Là, vous êtes rendu combien chez Northam? On est 20, 22, 20. Ouais, ça fluctue, mettons. C'est chantier, on a 15 personnes, 16 des fois. Puis dans le bureau, on est 6-7. Ouais. À quel moment Steph est venu te rejoindre? Un peu plus qu'un an après que je sois parti chez Aéro. En fait, Aéro a fermé la division de plomberie. Ouais. C'est ça que je trouve un peu plate pour eux autres, par exemple, parce que c'est une bonne entreprise, mais j'ai jamais compris le move parce que j'aurais pu être associé là-bas, qu'on s'entende. Mais un an après, ils ont fermé la division de plomberie et se sont concentrés juste sur la ventilation. Fait que par le fait même, moi, ça m'a donné un boost parce que les gens qui travaillaient pour moi dans ce temps-là, ça n'a pas été trop long. Ils ont aimé ça travailler pour moi. Ils ont vu que j'étais parti, que j'avais fait mon départ. Fait que j'ai pu engager les meilleurs les key players là-bas. Les key players. Puis, fait que, ça a pris 1 an et demi à peu près. Puis Steph, on avait besoin d'aide. C'était pas notre premier choix. Dans le sens que c'est touché. Moi, j'avais travaillé avec, je savais à quoi je m'attendais, mais mes associés, ils la connaissaient pas, ou peu. Puis ils savaient pas à quoi s'attendre. Ils voulaient pas avoir un couple qui se chicane. On niaisait avec ça du caractère qu'on a. Mais c'est fluide. C'est agréable de travailler avec nous autres, en tout cas. J'espère. Sinon, dites-moi là. Mais... non, c'est agréable. Inquiète-toi pas avec ça. Fait que c'est ça. Ouais. Elle est venue travailler avec nous autres. Assez rapidement. Ouais. Puis tout ça. Fait que là, elle a grandi avec l'entreprise dans ça. Tantôt, tu mentionnais que tout récemment, Francis, il est plus associé ou. Ouais. Mais Francis continue de travailler pour. Oui. En fait, Francis, il a toujours. Il a fait les 100 métiers. Là, c'est un bon vivant, tout ça. Puis, je pense que en dedans de lui, là, c'est pas un entrepreneur. Puis, je pense qu'il se l'avouait pas. Okay. Mais à un moment donné, ça l'a fessé d'en face bien raide. La pandémie, peut-être qu'elle n'a pas aidé non plus. Mais on le voyait, là, ça le grugeait, les conflits. C'est un métier rough, là. On soumissionne des jobs, puis après ça, tu arrives sur le chantier, là, puis le combat des entrepreneurs, c'est tout le temps de dire c'est pas à moi. C'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui fais ça. Ben là, l'entrepreneur général puis le client nous engage pour faire une job, puis on arrive, puis tous les corps de métier disent c'est pas à moi. À un moment donné, ça peut être à quelqu'un, tu sais. Fait que lui, ça le rongeait, là, les combats, les visites avec les ingénieurs qui disent ouais, tout est beau, là, puis tu arrives au bureau, puis ils te pondent une liste de déficiences, là, lui, ça le tuait. Là. Mais c'est le principe de la goutte. Ça arrête pas. Fait que cette année, il nous est arrivé, puis il a dit les gars, moi, je pensais vendre dans une couple d'années. On avait un prospect. Et il avait dit je vais vendre la moitié de mes parts, puis on va écouler ça. Puis il est arrivé, puis il dit non. Moi, il dit je tire la plug là pour sa santé, puis tout ça. Puis on l'avait vu venir, mais ça s'est quand même bien fait, mais c'est jamais un processus super agréable non plus. Là, comme on a dit tantôt, lui qui vend, c'est jamais assez cher. Puis, moi, c'est ça, lui qui vend, c'est jamais assez cher. Puis, lui qui achète, c'est toujours trop cher. Fait que c'est sûr que. Mais pour ça a été fluide. C'était plus la transition? Ouais. Non, ça s'est bien fait, la transition. Ça s'est bien fait avec les employés, tout. Non, moi, je pense que c'est quand même un succès, mais ça reste que c'est un être humain. C'est notre partner. On a été 12 ans avec. C'est le frère à David aussi. Hein, c'est ça, là, ça. Lui, prochain Noël, il est encore là. Ouais. Puis les 40 autres qui vont suivre aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il fallait préserver tout ça. Je pense qu'on a réussi, compte tenu que c'est jamais quelque chose de facile. Puis tu sais, il fait quand même partie de l'histoire de tout ça. Puis il continue avec nous autres. Il va finir quelques projets. Puis s'il veut continuer, il continuera ses chantiers. Il est rendu ses chantiers comme contremaître. Il est à l'aise avec ça. Ça enlève toute la pression du bureau, les emails, les coups de téléphone. Fait que, tant mieux. Tant mieux pour tout le monde si on a réussi à faire ça. Oui, c'est génial parce que, comme tu le mentionnes, c'est jamais un processus facile. Souvent, tu sais, c'est comme une rupture avec une conjointe, tu sais. Quand t'as pas d'enfant, on se laisse, on règle les papiers, on n'est plus là. Là, c'est l'équivalent d'avoir des enfants, tu sais, il faut qu'on se reparle. Ouais. On se parlera peut-être pas au quotidien, mais c'est ça, tu sais, étant de la famille à David, on se parle pas au quotidien, mais
il y a des occasions où il va falloir se reparler puis que ça s'aille bien puis tout ça. Fait que, mais déjà là, que ça vienne de lui, c'est déjà gros, tu sais, que versus, mettons, vous l'auriez approché en disant « François, ça marche plus, faut que tu sortes. » Et c'est un autre game. Mais tu sais, déjà là, ce processus-là est... Puis on avait un bon prospect aussi, Éric. Tu peux en parler de... Ouais, Éric, nouvellement associé. Oui, nouvellement associé, c'est tout jeune. Éric travaillait pour moi dans le temps. C'était un de nos meilleurs contremaîtres. C'est un gars qui se donne. Là, c'est fou, là, tu sais. Puis lui aussi, ça a été vite dans sa tête, dans le sens que, tu sais, d'en parler, de le faire, puis de le concrétiser, là, ça a été sur le fast-forward. Mais nous, on l'avait vécu. David l'a vécu d'avoir voulu d'être un associé chez Benoît Demers. Ça n'a pas marché. Moi, je l'ai vécu 2 fois. Fait qu'on s'est dit, si on y fait à lui, là, ben, il va sacrer son camp, puis il va aller travailler avec quelqu'un d'autre, puis il est bon, tu sais. Puis c'est pas tout le monde, là. C'est pas n'importe quel de mes contremaîtres qui pourrait arriver dans un bureau puis devenir un associé. Mais lui, il l'avait en lui, puis on l'a vu. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait. Ben, il était complémentaire à toi, David. Ouais. Il apporte quelque chose de nouveau. Puis souvent, les gens me disent, ben là, on est 3 associés, tu sais, c'est beaucoup, tu sais. Puis même quand on était 4. Mais je trouve pas tant. Parce que si tu es tout seul comme associé, puis tu décides que tu t'en vas à gauche, mais si c'est pas le bon chemin, là, il n'y a personne qui va te dire que tu t'en vas dans la mauvaise direction. On est tous persuadés que c'est le bon chemin. C'est moi le boss, puis c'est par là qu'on s'en va. Mais quand t'es 3, ben, t'en discutes, puis tu fais « Oh, ben, t'as peut-être raison, on va prendre l'autre chemin, tu sais. » Puis ou sinon, ben, on en discute, puis on dit « On est tous d'accord, puis on fonce encore plus. » Parce que là, on en a discuté, puis on trouve que c'est le bon chemin. Fait que moi, je pense qu'on est winner, puis... Puis là, vous êtes rendu à un stade qui tu sais, vous avez votre créneau, vous avez votre réputation d'établi, vous roulez vos jobs, ça va bien, même très bien, je dirais. C'est quoi la prochaine étape? Acquisition? Non. Non, je pense pas qu'on va acquérir des nouvelles compagnies. On y a déjà pensé. OK. Mais je pense qu'on est capable de le faire par nous-mêmes, en développant. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est que ce qu'on vous en allez, oui, exact. L'achat de fabrication, ça, c'est une étape de plus que je veux amener à un autre niveau. C'est plein d'enjeux parce que, tu sais, faut pas pogner des jobs pour fournir l'atelier de fabrication parce que là, à un moment donné, tu te mets à juste vouloir pogner des jobs à bas prix parce que tu as moins d'ouvrages d'un bord. Fait on essaie de vraiment garder le focus. On veut pas avoir plus que 20 employés. On va garder le bureau à peu près à 6, 7, 8. Mettons, là, en bas de 10 millions de chiffre d'affaires, je trouve que c'est un beau chiffre. On va continuer à avoir du fun, puis on va connaître tous nos employés. C'est sûr qu'on pourrait clencher la machine, je suis convaincu. Mais j'ai parlé avec beaucoup de propriétaires de compagnies qui me disaient, ben, tu sais, Jean-Marc, quand j'avais ton volume puis ta niche, là, ben, j'étais correct. Là, je fais 2 fois plus de chiffre d'affaires, ben, je fais 2 fois moins d'argent. Fait que, tu sais, dans le fond, il me reste la même affaire que toi au bout. Ouais, ben. Sauf que tu as plus de ressources. Tu sais, tu peux partir en voyage pendant 2 semaines quand tu as une grosse business et tu vas avoir des personnes clés qui vont s'occuper de toute ta business puis tu vas avoir la tranquillité. Fait que nous autres, on a peut-être un peu moins de lousse, mais en même temps, je n'ai pas vraiment besoin. En ce moment, ça me satisfait. OK. Si on parle un peu CMMTQ, il y avait une des raisons pourquoi que je voulais t'avoir. Puis là, je sais que le temps file puis on jase. CMMTQ, à quel moment premièrement, tu peux-tu expliquer aux gens c'est quoi la CMMTQ? Moi, je la sais. Impliqué, tu sais, je le vis au quotidien, mais tu peux-tu expliquer aux gens en fait, la CMMTQ, c'est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. OK. La CMMTQ a été créée, dans le fond, en 1949, suivant une loi, dans le fond, sur la construction. Il y a la RBQ qui régit à peu près toutes les licences de construction. Il y a la CMEQ qui est l'électricité, dans le fond, qui gère tous les électriciens, les licences, les qualifications. Puis la CMMTQ, gère ceux de plomberie chauffage. Donc, fait que c'est comme une référence, en fait, dans la plomberie, en mécanique du bâtiment. C'est réputé à travers le Canada, le Québec surtout, parce que c'est notre territoire, mais je veux dire, on a des échos ailleurs au Canada avec les institutions qui font la même chose.
Fait que, puis on est connu aussi au gouvernement parce que la CMMTQ, ça relève d'une loi, dans le fond, sur la plomberie. Fait que c'est ça. J'ai commencé... j'ai toujours eu une bonne idée de la CMMTQ, c'était quoi. Daniel Côté, il m'en parlait, il respectait beaucoup ça. Fait que, tu sais, quand c'est comme ton mentor, puis tu vois qu'il y a un certain respect envers l'institution, ben, tu commences à creuser, puis ça. À un moment donné, je suis dans un tournoi de golf, puis je rencontre André Bergeron, qui est directeur général depuis quelques années. Puis je dis, André, tu sais, je trouve ça bizarre, les jeunes, ils s'impliquent pas, tu sais, puis je vois que c'est tout le temps le même monde à la CMMTQ, puis ça. Puis il me regarde, il dit, ben, tu viens d'avoir la réponse à ta question, hein? Fait que tu vas venir t'impliquer. Puis dans le fond, je me suis auto-mis un lacet à l'entour du cou. Ouais, vu de même, hein, j'ai plus le choix de m'impliquer. Fait que j'ai été nommé sur des comités de finances, puis ça n'a pas été trop long que j'ai commencé à graviter alentour de l'institution, de la corporation, de voir les entrepreneurs, de ce qui se passait. Fait que je me suis présenté aux élections, j'ai été élu dans ma région. J'ai été sur le conseil d'administration pendant 10 ans de temps. C'est quoi ton rôle? T'sais, dans ce temps-là, c'était quoi ton rôle, élu? Oui, élu de la région des Laurentides. En fait, c'est qu'il se passe tellement de choses dans l'industrie de la construction, des lois. Si on pense au paiement rapide, les cartes de compétences, toutes sortes de choses qui se trament, mais les entrepreneurs, là, ils ont les mains dans le travail. Ils n'ont pas le temps de voir ce qui se passe. Fait que la CMMTQ, est là un peu pour ça, pour voir ce qui se passe alentour, c'est quoi les conséquences des règlements qui vont être passés, toutes les compétences aussi, hein, s'assurer que le monde a leur licence, pis ça. Fait que on avait notre mot à dire sur une panoplie de sujets, puis je trouvais que c'était un beau panel aussi pour rencontrer des entrepreneurs. OK. C'est un peu un modèle que j'ai toujours eu dans ma carrière, c'est d'écouter les autres, voir par où ils ont passé. Puis souvent, quand on a des discussions entre entrepreneurs, ils disent, moi, j'ai fait une erreur. Là, tu viens d'avoir un hind, là. Fais pas ça. Tu viens d'avoir sauver un problème. Ouais, ça, tu viens d'avoir une réduction sur la gaffe que tu aurais peut-être pu faire qui aurait pu te coûter des milliers de dollars. Là. Fait qu'on a intérêt à participer dans notre industrie, à aller rencontrer des gens, à aller voir. Mais il faut pas que tu t'impliques pour juste tes intérêts personnels. Il faut que tu t'impliques pour la collectivité, pour améliorer des choses. Fait que je savais, tu sais, quand j'ai été élu au conseil d'administration, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je suis allé pareil, puis je me suis dit, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis au fur et à mesure, il y a des sujets qui arrivaient. Puis, tu le sais, j'ai pas la langue dans ma poche. Fait que. T'es un straight talk, là. Ouais. Fait que, à un moment donné, je levais ma main. Je sais pas, là, mais il me semble qu'on a un petit problème ici. Puis je donnais mon opinion. Puis je voyais que la réaction était bonne. Fait que, tu sais, plus tu fais ça, plus tu t'interviens, plus les gens te posent des questions. Puis toi, Jean-Marc, qu'est-ce que t'en penses? Fait que ça a fait son chemin. Puis à un moment donné, les gens ont cru en moi. Puis ils ont commencé à me dire, tu sais, Jean-Marc, on te verrait peut-être comme président. Puis, tu sais, je suis pas vieux, moi, là. GM for president. C'est ça, tu sais. J'ai commencé à 37 ans, plus jeune président de la CMMTQ ever. Moi, j'ai trouvé ça le fun qui pense à moi. Puis là, il est arrivé la pandémie. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu as été dans la CMMTQ, quoi, 17 ans, 14 ans? 12 ans, ouais. 12 ans. Ouais. Fait que là, tu as fait plusieurs rôles. Ouais. Tu as été élu dans ta région. Après ça, tu as été sur le CA direct. Dessus, tu as été... Sur le CE. CE. Ouais. Puis là, sur le CE, tu as eu différents rôles. Trésorier, secrétaire de mémoire? Non, j'étais vice-président. Vice-président. Ouais. Puis après ça, tu as tombé président. Et là, il y a eu la pandémie. Ouais. Tu sais, ça reste à CMMTQ un organisme hyper important. Ouais. Puis là, tu étais une brand new président parce que je crois que la moyenne d'âge des présidents était environ d'une 50, 55 ans. Puis là, toi, tu arrives tout frais avec tes 37 ans. Plein d'énergie. Plein d'énergie, tout le monde, tu sais, plusieurs années devant toi. Puis là, il arrive la pandémie. Comment tu as géré ça là-dessus? Au début, en fait, on a quand même eu une bonne première année. Moi, un de mes gros enjeux, c'était de discuter avec les ingénieurs, l'Ordre des ingénieurs, puis l'Association des firmes de génie sur la qualité des plans et devis. C'est quelque chose qui me chicotait depuis longtemps. C'est que nous, on soumissionne sur des plans, puis tu le sais, des fois c'est incomplet, des fois il y a des erreurs, puis ça. Puis quand il y a de l'argent en jeu,
on dirait que tout le monde se défile. Mais à un moment donné, c'est pas vrai que c'est toujours à l'entrepreneur à payer pour. Fait que je voulais sensibiliser l'Ordre des ingénieurs en disant, ben, tu sais, checker un peu plus les qualités des plans de vie, puis à l'Association des firmes de génie, arrêtez de mettre des clauses abusives que l'entrepreneur il est responsable de tout, puis s'il voit une omission, il doit le dire. Puis moi, là, j'ai une semaine pour soumissionner une job d'1 million, là. Je suis pas là pour interpréter ton devis puis refaire des calculs puis m'assurer que tes pompes sont bonnes. Après ça, quand je pogne la job, là, je prends à peu près 3 semaines juste à regarder ta job puis à m'assurer que c'est correct puis c'est conforme au règlement puis tout ça. Puis c'est même pas la même personne qui fait ça. Il y a une estimatrice puis après ça, c'est moi ou mon associé ou un autre chargé de projet qui passe dessus. Fait que tu sais, cette mécanique-là, ils la connaissent peut-être pas. Fait que j'essayais de leur inculquer ça. On a eu des rencontres, ça commençait à avoir une écoute, paf, la pandémie arrive. Là, c'est la catastrophe. Tout le monde se replie chacun de leur bord. La CMNTQ, par exemple, a fait une super job parce que là, c'était plus juste les enjeux qui sont importants dans l'industrie. C'était « Wow, attendez, là, il y a du monde qui meurt, on est tous pognés chez nous, mais la plomberie, c'est un service essentiel, puis il faut continuer à répondre aux clients. » On fait quoi? Fait que là, on a embarqué sur des comités de CNESST, des comités tactiques. On faisait des meetings Zoom avec le ministre du Travail, Jean Boulet. C'était ultra intéressant. C'était pas en tout ce que je m'attendais. C'était pas ton plan de match, là. C'était pas mon plan de match, mais il fallait faire de quoi? Puis c'est là qu'on a eu la meilleure adhésion des membres. Les gars lisaient nos chroniques info COVID. Ils avaient besoin de savoir. À un moment donné, on faisait des recommandations. Le masque, l'apport de lunettes. Il fallait-tu s'habiller? Au début, on achetait des habits. Là. Moi, j'ai acheté plein de taille-vec, puis il fallait s'habiller. On savait pas. On rentrait chez le client, lunettes, masque. C'était fou, là. Personne ne savait le virus, c'était quoi. On voyait ce qui se passait à la télé, puis on savait que ça s'en venait. Fait que on a beaucoup travaillé là-dessus, puis ça a été un choc. Ça a été un choc pour moi, mais il fallait le faire. C'était pas un choix. Puis la CMNTQ a géré ça, à mon avis, de main de maître. Là. Ils ont vraiment bien fait ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, là, t'étais bien entouré d'une équipe là-dessus. Mais ça a coupé mes aspirations, mettons. Ouais, ben là, il arrive quoi avec ça? On est dans les derniers retranchements là, de la pandémie. Là. Ouais. Le sujet revient. Est-ce que c'est un sujet qui revient? Non. La pandémie, c'est pas encore fini, mais le sujet est derrière nous. Les entrepreneurs, c'est un peu ça. Hein? OK, c'est fait, là. Crochet sur la liste, là. On sait ce qu'il faut faire pour la suite, mais il y a quelque chose après ça. Puis il y a des projets qu'on avait avant, fait qu'on a déjà embarqué sur autre chose. On garde l'œil là-dessus. Moi, j'ai décidé de me retirer parce que les graines que j'avais semées, ils ont commencé à germer. Tu sais, il y a l'écoute qui est faite, tout ça. Puis si je serais resté 1 an de plus, ça n'aurait pas changé grand-chose. Tu n'aurais pas apporté? Je pense pas que j'aurais apporté tant que ça. Puis Denis, qui est devenu le nouveau président, qui était mon vice-président, c'est un gars de confiance. Il était prêt, il m'a fait le call. Puis il était avec toi dans une discussion avec l'Ordre des ingénieurs. Oui, bien ça, c'est un dossier que j'ai chapeauté pas mal avec la CMNTQ. Il est au courant de ce dossier-là, bien entendu. Puis il y a eu la gentillesse parce qu'on a des comités qui s'en viennent avec Mme Begg, la présidente de l'Ordre des ingénieurs. Puis il m'a dit, regarde, Jean-Marc, j'aimerais ça que tu continues ce dossier-là. Tu sais, ça te tient à cœur tout ça. Puis il dit, j'aimerais ça que tu continues ce dossier-là. Fait que je suis super content. Fait qu'on va voir si je suis capable de raisonner dans l'industrie puis de finir ma collaboration. Si je peux changer une affaire puis améliorer quelque chose, ben ça sera ça. Je suis comme pas trop inquiet là-dessus. J'ai une question pour toi. Tu parlais justement de cet enjeu-là, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Actuellement, le gouvernement investit beaucoup avec la situation économique, le gouvernement investit beaucoup dans des plans et de vie et tout ça. Il y a, puis dans l'infrastructure, des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux. Actuellement, il y a une hausse des prix du marché pour les matériaux, le COVID, name it. Comment vous trouvez ça du côté de la CMNTQ? Parce que là, il commence à manquer de stock. Des équivalents aux plans, aux matériaux. J'ai un exemple, un lavabo, Là, on dirait on installe ce qui est stock. Oui. Ou ce qui est même pas stock, ce qu'on peut installer, parce que sinon,
il n'y en aura pas d'installation. Comment que la corpo, c'est en deux questions, comment que la corpo se situe par rapport à ça? Ouais. Puis comment, comme entrepreneur, tu te situes par rapport à ça? En fait, la corpo, c'est assez simple, ils ne peuvent pas intervenir. Dans la mesure que si on a un contrat avec un client directement, on peut mettre les conditions qu'on veut tant que les deux parties sont d'accord. T'sais. Fait que si quelqu'un fait de la rénovation ou qu'il n'y a pas un contrat public, il peut mettre les conditions qu'il veut en disant moi, je me protège, puis si à hausse des matériaux, il y a quoi que ce soit, je vais être capable de refiler la facture au client ultimement. La plupart des contrats publics, par exemple, tu n'as pas la possibilité de mettre tes clauses, puis on soumissionne au Bureau des soumissions déposées du Québec. Fait que tu n'as pas le droit de mettre de clause... d'augmentation des matériaux. Exactement, là. Tu vas être disqualifié. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tout ça repose sur les entrepreneurs. En ce moment, c'est pas si pire parce qu'on sait que ça a augmenté, on est au courant des coûts, mais on ne sait pas si ça va continuer. Parce qu'on pensait qu'on avait atteint un plafond, puis ça a comme... Il y a encore une couche de plus de beurre de peanuts à la toast. Fait que de ce côté-là, entrepreneur, on soumissionne, puis c'est sûr que les prix ont augmenté, là, on ne se le cachera pas. Parce qu'il faut qu'on se protège, mais on ne sait pas de combien, tu sais. Je peux me protéger de 5 % sur le matériel de plus, puis on reçoit des augmentations de 12 %. Mais ça marche pas. Là. Mais c'est qui va l'avaler, cette pilule-là? En ce moment, c'est les entrepreneurs qui l'avalent. Peut-être pas pour les projets qui vont se réaliser dans quelques mois, mais ce qui s'est réalisé au début de l'année, là, puis quand ça a commencé, c'est tout arrivé en même temps. T'sais. Ce qui déçoit beaucoup les entrepreneurs, parce que j'ai parlé à certains d'entre eux, c'est qu'on a des ententes avec les manufacturiers, puis souvent, on a des ententes avec nos fournisseurs, puis on fait des bookings. On achète du stock, puis on dit, parfait, d'ici 3 mois, c'est tel projet, je vais t'acheter pour 50 000 $ de COP. Je vais t'acheter pour... Et là, les manufacturiers puis les fournisseurs ont dit, on cancelle toutes vos commandes, puis on ne respectera pas nos ententes. Ça me chicote pas mal. Puis ça chicote beaucoup dans... Il y a des fournisseurs qui ont été honnêtes, puis qui ont dit, OK, on va te respecter un peu, on va te laisser la chance de t'ajuster. Mais la plupart ont dit, non, c'est ça, on change tes listes d'escompte, on change tes grilles de prix. C'est correct, mais ça, c'est une manche dans la partie. La journée que les entrepreneurs vont se tanner, puis là, ça commence, on va aussi peut-être se parler, puis on va essayer de changer la donne. Parce que ça a toujours été nos partenaires, on s'est respectés, mais là, si on fait des ententes ensemble, tout le monde est d'accord, mais quand il y a une des deux parties que ça fait plus son affaire, elle tire la plug, puis c'est nous autres qui payent pas, on va s'en souvenir. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je comprends que la CMMTQ ne peut pas intervenir. Tu sais, au privé, straight talk, tu parles directement avec les clients. Là, au niveau gouvernemental, j'informerai, je ne vais pas réveiller personne en disant que... ou surprendre personne en disant que plusieurs projets peuvent avoir des délais. Oui. Et en plus, là, avec la pandémie, les arrêts, tout ça, il y a eu des délais et il y en a actuellement. On le vit actuellement. Donc, ce qui devait être livré l'année dernière sans augmentation, là, il faut le livrer là. Là, c'est l'entrepreneur. Tu sais, on comprend que les fournisseurs, tout ça, supportent pas, ou ils sont peut-être, j'aime pas utiliser le mot victime, mais ils passent l'augmentation qu'ils ont, eux autres. Mais là, si tous les entrepreneurs en plomberie, puis on parle en plomberie, mais on a ça en gyps, le système intérieur, électricien, là, c'est juste à cause que tu es dans CMMTQ et tu es entrepreneur en plomberie, c'est pour ça qu'on mentionne ça, mais il y en a qui vont fermer les portes, là. Tu peux pas avaler des 12 % puis faire comme « Ah oui, c'est cool, t'as du monde à payer, t'as le cash flow, je comprends qu'il y a eu des subventions, mais vous faites quoi avec ça? » C'est sûr qu'il y en a qui ils vont passer des temps difficiles. Savoir s'ils vont fermer les portes, l'avenir nous le dira. Parce que c'est un merge de... Si tu as mis tous tes œufs dans le même panier puis tu as pogné une job de 500 000 puis tu es un petit entrepreneur, puis ton stock, tu le payes 20 % plus cher. Parce qu'il n'y a pas juste des augmentations de 12 %. Il y en a qui ça a été 60 %, là, l'acier, puis tout ça. Le stainless, ça a doublé. T'sais. Fait que si tu avais juste un contrat puis tu pensais faire de l'argent là-dessus, tu vas te licher à la patte cette année puis j'espère que tu avais de l'argent de côté. Mais si tu as réussi à diversifier, puis avoir, OK, ce contrat-là qui n'est pas payant, mais d'empoigner 7 semaines pour un job qui part dans 2 semaines, si tu n'es pas trop booké d'avance, tu vas être capable de te rattraper parce qu'en ce moment, tu es capable de soumissionner à bon prix. À bon prix. Le matériau n'est pas à bon prix, mais au moins, tu as le bon prix dans ta soumission. Fait que
c'est peut-être ça, mais si j'étais un gros entrepreneur en ce moment qui aurait pogné des jobs de millions, là, je serais sa panique. Je serais vraiment sa panique parce que les jobs qui se sont soumissionnés avant le mois de janvier, là, c'est sûr que ces entrepreneurs-là, ils n'ont pas l'argent pour faire le budget. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les matériaux. C'est impossible. Puis on a quoi comme mesure au niveau de la corporation, au niveau des contrats publics? En ce moment, c'est l'ACQ qui chapeaute ce dossier-là. Il essaie de faire des pressions, sensibiliser le gouvernement. Il semble y avoir une écoute, mais c'est beau avoir une écoute, là, mais il faut que ça se rende dans le concret. Puis ça, l'appareil gouvernemental, là, c'est un peu un dédale. Là, puis les entrepreneurs, là, on va se le dire, il y a du monde qui réussissent bien, il y en a peut-être qui réussissent moins bien, mais il y a encore la suite de la commission Charbonneau. Dans la tête du monde, là, quand tu dis que tu es entrepreneur en construction, tu n'as pas la sympathie tant que ça. Pourtant, c'est du monde qui travaille fort, tout ça, puis il y a peut-être 1 ou 2 % des entrepreneurs qui ont pas été fair, qui ont été véreux à la limite. Là. Ouais. Mais il y en a 98 % que c'est des petites business, 4-5 employés, puis qu'ils ont été all-in, eux autres aussi, puis ils ont parti ça de rien, puis qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans le magouillage. Mais la sympathie du public, le gouvernement répond au public, pas sûr qu'on l'a si on l'a tant que ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ouais, c'est pas rose la situation actuelle. Côté employé, c'est aussi un peu un fléau actuellement. Je le vis dans mes business. J'en entends énormément parler dans tout ce qui entoure la construction. Qu'est-ce qui se passe avec la pénurie de main-d'œuvre? Oui, la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est un gros problème. Il y a beaucoup de... Quand j'étais président, il y a beaucoup de monde qui m'en parlait. C'est un truc que je connaissais depuis longtemps. J'ai rencontré, quand j'étais président, Diane Lemieux, la CCQ. On s'est fait un comité sur la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait des associations patronales, il y avait nous autres, il y avait la CCQ, puis il y avait les syndicats. C'est là que j'ai eu mes premiers questionnements sur l'industrie, vraiment comment on se comporte. Là. Les syndicats niaient totalement le manque de main-d'œuvre. Pour eux, là, ça n'existe pas. Là, ça, là, c'est un peu comme l'alcoolisme. Si tu ne te rends pas compte du problème, là, ben, tu ne pourras jamais te prendre en main. Mais eux autres, c'était comme non, il n'y en a pas de pénurie de main-d'œuvre. Bien là, les entrepreneurs, là, on n'invente pas ça. Là. Puis en ce moment, là, tout le monde travaille. Puis nous, tout ce qu'on aimerait, là, on a proposé plein d'idées. Il y en a des bonnes là-dedans. Tu sais, l'alternance travail-études, là, c'est pas de... Il y a des jeunes qui vont à l'école, ils font 1 an et demi d'école, puis après ça, ils lâchent après 6 mois. Parce qu'ils se sont peut-être pas rendus compte c'était quoi. Bien, rentrez-les sur le métier, faites une session, rentrez-les un été, travaillez avec nous autres, ils vont voir, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça. Si t'aimes pas ça, ben fly, laisse la place à quelqu'un d'autre, puis ça va peut-être donner la piqûre à certains qui vont même lâcher les études. Fait que, tu sais, ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui est bon, qui est manuel, là, puis qui a pas ses cartes, là. Pourquoi je pourrais pas y avoir ses cartes? Puis que tu y montres le métier. Je montre le métier, puis je m'en occupe. Mais ça, c'est antisyndical, parce que là, moi, je vais avoir un pouvoir, cette personne-là. Je vais avoir un droit de vie ou de mort, cette personne-là. Là. On n'est plus dans les années 70. Là. À ce moment, les personnes, là, il faut quasiment que je leur donne des cadeaux, puis que je les flatte, puis je leur dise que je les aime pour qu'ils travaillent pour moi. Puis je suis une personne agréable. Imaginez si, en plus, j'étais un mange-marde. Ouais, c'est ça. T'sais, j'en aurais pas d'employés qui travaillaient pour moi. Fait que le pouvoir du patron, là, c'est plus comme avant. C'est l'ancienne... L'ancienne philosophie. C'est l'ancienne philosophie qui colle plus pantoute avec la réalité. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment un clash. Puis pourtant, je respecte beaucoup le syndicalisme. Ça, c'est correct. Puis ce qu'ils font pour les employés, puis la propreté des chantiers, l'accès aux mesures sanitaires, les toilettes, ça, c'est bien normal. Là, puis s'il y a des employeurs qui abusent, ben qu'ils se fassent taper ses doigts. Je suis tout d'accord avec ça, mais à un moment donné, amenez-nous-en des employés. C'est pas juste de contrôler et de dire oui, il y en a assez. On n'est pas là. Puis, tu penses que une solution un peu comme tu proposes de... J'aime pas utiliser le mot travail-étude parce que, tu sais, souvent, on a l'impression de l'étudiant qui travaille le jeudi soir, vendredi soir, mais tu sais, un beau blend entre tu
tu es 3 jours, 4 jours à l'école, puis tu viens une journée sur les chantiers ou vice-versa. 2 questions pour toi. Si tu réalises, premièrement, tu penses que le monde va embarquer, tu penses que les étudiants embarqueraient dans ça? Moi, je pense que oui. Ultimement, s'il y a bien un métier qui se prête à ça, c'est la construction. Tu es à l'école en train d'apprendre des choses théoriques, puis la plupart de nos employés, ils finissent l'école, puis ils disent, ben ça, j'ai jamais appris ça, j'ai jamais appris ça. Imagine les électriciens qu'on aurait, imagine les ferblantiers qu'on aurait, les plombiers, les gars de division intérieure. Ils voient la vraie réalité, les conflits. Si j'installe de telle façon, là, ça ne marchera pas, puis pour telle raison. Ils vont être vraiment meilleurs quand on va les avoir. Ils vont avoir eu des connaissances, ils vont repartir à l'école, puis là, ça va leur amener d'autres notions. Moi, je trouve qu'il faut qu'on passe par là. Mais c'est-tu réaliste? À une journée semaine, peut-être pas. Une semaine sur 2, ils trouveront une façon. L'idée, c'est de lancer la possibilité. Après ça, la machine, il faut qu'elle nous ponde une solution puis nous dise si c'est acceptable. C'est un peu ça le rôle quand on s'implique dans l'industrie. C'est essayer de sortir des affaires nouvelles, essayer de parler de ce qui ne va pas. Mais c'est pas à nous à régler tous les problèmes. C'est à nous à les soulever, à donner des pistes. Puis après ça, la machine est là pour ça. T'sais. Je dis la machine parce que c'est carrément ça. C'est une machine, puis c'est une industrie, puis c'est long à faire virer. Oui, bien, c'est une énorme machine qui déjà tourne depuis déjà plusieurs années, voire dizaines d'années. Puis c'est sûr que faire varier ça comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les fondements de ça, c'est d'un syndicat, c'est aussi, oui, de protéger ses membres, mais aussi de protéger le métier. Que c'est certain que s'il y a plein de plombiers, là, je vais donner encore une fois le terme de plombier, mais c'est à cause que je suis dans cette industrie-là. S'il y a plein de plombiers, il y en a trop, ben là, on va retomber un peu comme avant de il y en a trop, tu veux pas faire ce job-là, on va en prendre un autre. Il y a un line-up de gens qui veulent travailler. Fait que c'est d'avoir une belle balance dans ça, un bel équilibre. En même temps, c'est pas normal. Si t'es pas bon dans ton métier, si t'es pas rentable, là, pourquoi je serais obligé de t'engager? Tu sais, à un moment donné, dans notre société, puis ça va au-delà de la plomberie puis de la construction, là, est-ce qu'il faut vraiment subvenir aux besoins de tous les gens sans le moindre effort? Tu sais, je pense qu'il faut que les gens se prennent en main, puis les entrepreneurs, là, on l'a fait. En ce moment, on s'est doté de formation obligatoire. On s'est donné des nouvelles règles. On s'élève au-dessus de la masse. Bien, je pense que de tous les côtés, il va falloir le faire. Parce que les gens de métier, c'est pas vrai que quand tu obtiens ta carte de compétence, c'est un gagnant à vie. Il va falloir que tu continues à te former. À travailler, puis... À te former. Parce qu'en ce moment, c'est pas une obligation. Puis c'est un peu un problème. Du coup, ce que tu essaies de me dire, c'est... Parce que je l'ai vécu du côté, durant que je travaillais à titre d'ingénieur direct, je suis encore ingénieur de formation, je paye encore ma cotisation. Surtout, c'est là, tu es en contact avec la présidente. Fait que je suis jamais à vérifier, je suis membre et tout est payé officiellement. Bon. J'ai vécu ça, l'obligation d'être formé. Tu sais. Puis je vais être franc avec toi, j'en ai pris plein de cours obligatoires, mais tu sais, les premières années, c'était des cours, là, pas inutiles, mais tu sais, du review d'informations. Tandis que là, aujourd'hui, il y a tellement une panoplie de formations, d'aller former. J'en donne avec Watts des formations Backflow, tout ça. Super intéressant. Mais tu sais, aujourd'hui, je regarde l'évolution, puis ça fait en sorte que des gens, au quotidien, viennent se former sur les différents sites de formation. Puis ce que j'aime, c'est, avant ça, on donnait un équipement, prend le livret d'instruction, on jette ça, on le bottait, puis c'est comme ça que ça marche, c'est le même. Tandis que là, nous appelle, « Hey, j'ai commandé tel équipement, il y a tel contremaître, tel plombier qui va l'installer. As-tu 2 heures avant que l'équipement arrive, là, pas une. C'est dans 6 mois, là, ou dans peut-être plus 6 semaines, malgré qu'aujourd'hui, 6 mois, c'est un bon délai. Là. Est-ce que c'est possible de prendre du temps avec mon staff
pour le former, pour qu'il soit plus avancé. Puis, tu sais, je crois qu'il doit avoir ça dans tous les corps de métier. Je le souhaite. Mais aussi comme entrepreneur, tu sais. Tu sais, comme entrepreneur, je comprends que toi et David, vous le faites avec, tu sais, avec la majorité des entrepreneurs, vous prenez le temps par vous-même de fouiller là-dedans, mais je pense que ça serait bon pour les corps, tu sais, la majorité des corps de métier. Nous, on le fait, mais il faut que l'industrie le fasse. Tu sais, on est un entrepreneur, mais il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font pas du tout, mais pour l'industrie, je pense on fait partie de l'industrie, puis il faut s'élever. Si on continue à niveler par le bas, ça ne marchera jamais. Puis ce qu'on voit, ces chantiers, de plus en plus, on a tellement de moyens de communication en ce moment, là. Le téléphone, l'ordinateur, la tablette, les GPS, ça finit plus. Mais on se parle de moins en moins. On se rencontre plus dans les roulottes. Là, on peut plus se serrer la main, mais c'est une image. On peut plus dire, OK, parfait, on le fait, puis on le fait de telle façon, puis on est devenu tout un petit royaume, puis je pense qu'il faut revenir à des vieilles valeurs, puis dire, bien parfait, là, on a ce contrôle à faire, là, puis on se met tout ensemble, puis on va le livrer. Fait que, mais c'est à l'image de notre société. Fait que, on n'est pas différent de la société, on fait partie de la société. Tout le monde est un petit peu plus individualiste. On va voir, ça va peut-être changer, ça va peut-être revenir à des vieilles valeurs, je sais pas, j'espère. Ouais, moi, je dis que dès que les terrasses ouvrent, qu'on peut aller prendre... En tout cas, moi, je vais trouver un moyen d'aller prendre une bière avec les gens, renouer. Je pense que ça va être quelque chose qui va être important de faire. Puis sûrement, quand le podcast va être diffusé, le monde va faire... Ça fait déjà 2 mois qu'on prend une bière, de quoi qu'il parle, lui. Ouais. Mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que... Jean-Marc, super intéressant la conversation. Ton parcours a été... atypique sur plusieurs façons. Je pense très inspirant. Ça démontre à ceux qui veulent aller en affaires, ou peu importe le domaine, que tu le connaisses, que tu le connaisses pas, qu'il faut des couilles pour partir. Là, je dis des couilles, mais qu'il faut le guts d'aller là. Fait que je te lève mon chapeau. Je souhaite le meilleur succès à Norterme, puis à toute ta gang. Puis évidemment, je sais que tu es président sortant de la CMMTQ, mais drôle de feeling que de fois, tu vas rester un membre actif pour quelques années. Puis je sais que quand tu as quelque chose en tête comme modifier les plans, ben tu sais, quand tu as quelque chose en tête pour amener ça à un autre niveau, fait que je suis pas mal sûr que les discussions avec les ingénieurs puis le gouvernement va continuer, puis c'est tout à ton honneur. Merci. Encore une fois, un énorme merci d'être venu au podcast Au-delà des plans. On va mettre le site web de ton entreprise pour ceux qui ont besoin de shop de fabrication. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec un autre entrepreneur hyper inspirant. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.